l'architecte en chef des bâtiments de France ne voulait pas qu'on construise des choses comme ça. Pourquoi ? Parce que, m'avait-il dit, il avait appris à ne pas aimer cette architecture. Donc il n'en voulait pas. Et il m'avait dit, si Spoerry participe au concours de la Cité-Jardin, je ne vous donnerai pas le permis de démolir. Et donc on m'a imposé une bande d'équipes de farfelus, d'architectes qui m'ont fait ce que vous venez de montrer juste avant. Voilà, ça. Alors, moi je n'aime pas cette architecture parce que je la trouve brutale, je la trouve répétitive et tout est coupé à la serpette, c'est très raide, c'est très rigide. Et alors évidemment, ça offre l'avantage d'offrir des espaces très spacieux, très lumineux, avec des balcons très généreux. Et puis ce sont des immeubles qui sont aux normes. Donc quand on se rappelle de ce qu'il y avait avant, c'est un immense progrès. Donc de ce point de vue-là, il n'y a rien à dire. Mais c'est pas mon choix architectural, mais ça c'est le fruit d'un concours. Et c'est pour ça que quand cette première phase de la Cité-Jardin a été terminée, j'ai dit à l'État, j'ai dit à l'Office stop, maintenant on va faire des choses comme ça. Voilà. Ça c'est les toits. C'est mon combat. Vous venez de région et vous avez bien les toits un peu pentus, hein, c'est ça en fait. Vous avez des petites maisons sur les toits avec des terrasses qui sont très généreuses que vous voyez pas. Enfin, on en voit une ici. Il y en a plusieurs. Ouais. Elles sont dissimulées, elles sont très jolies, et très agréables. Mais c'est vrai qu'on est revenu à une architecture très classique. Et les gens adorent vous voyez, regardez des terrasses très généreuses tout autour des maisons. Et il y a des toits. Et il y a des toits également. Et ce petit cours d'eau qu'on a pu apercevoir ? Oui, alors ça c'est mon côté provincial sans doute et mon côté marin. Je me suis dit, une ville sans eau, c'est une ville triste. Je trouve que l'eau est un élément déterminant dans la ville. J'envie quelquefois mes collègues maires qui sont près de la Seine, parce que j'aurai la Seine, je ferai des choses extraordinaires, je ferai des ports, je ferai des promenades au bord de l'eau. Bon, alors moi, quand j'ai à Paris. Ah, j'aimerais bien gérer une ville comme Paris, je pense que je m'y entendrais assez bien. Donc pour revenir au Plessis-Robinson, je me suis dit, il faut amener l'élément eau. Et donc, lorsqu'on a pu reprendre la main sur cette opération, eh bien, je me suis dit, on va construire un quartier d'architecture classique avec la mixité, mais autour d'une rivière. Et on a fait une rivière qui fait 1 kilomètre de long, qui est très agréable, qui est très jolie. Et aujourd'hui, on se croirait à la campagne, regardez. On n'a pas l'impression d'être à 6 kilomètres de Paris. Et alors, on vous taquine sur l'architecture, mais on peut quand même souligner que vous avez été récompensé, je crois, avec un prix particulier. Alors, il s'agit de la meilleure opération de renaissance urbaine dans une ville de banlieue, du prix européen d'architecture Philippe Rottier pour la reconstruction de la ville. Félicitations, monsieur le maire. Merci. C'est vrai que nous sommes très fiers de ce prix que nous venons de recevoir. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'on était en rupture avec l'architecture moderne, c'est vrai que je combats tous les gens nouvelles, les Castro, j'en passe et des meilleurs, parce que ces gens-là se font plaisir, dessinent des objets, comme un objet qu'on pose sur la commode. Le problème, c'est qu'on ne vit pas sur la commode et on ne vit pas dans un objet. On vit dans un lieu d'habitation. Mais souvent, les architectes n'habitent pas les lieux qu'ils construisent. Donc, ils délirent. Et malheureusement, il y a des élus qui les laissent délirer. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des endroits qui ne sont pas toujours très, très beaux, qui ne sont pas toujours très vivables. Et donc, moi, je veux construire des endroits où les gens soient bien. Je veux que ça soit joli à regarder, mais je veux que ça soit agréable à vivre. Et c'est quand on met l'habitant au centre du débat, on arrive à ces conclusions. Mais lorsque on laisse délirer des architectes qui ne pensent qu'à se faire plaisir et à figurer en première page des revues d'architecture, on fabrique et on continue à fabriquer le mal-vivre. Donc c'est un vrai combat. Je vous trouve, moi j'y connais rien en architecture, ni en urbanisme. Moi je vous trouve peut-être un peu simpliste et un peu sévère, mais je ne veux pas rentrer dans la polémique parce que mes compétences sont très limitées. J'ai été simpliste parce que j'imagine que le temps nous est compté, mais c'est un vrai débat. J'aimerais toutefois revenir sur mon prix de Philippe Rottier. Le fait d'en être le lauréat, en fait, quelles sont les conséquences pour la commune ? Mais ce qui est important, c'est qu'on va parler de ce prix, sans doute un petit peu, et donc on va aller voir ce qu'il y a derrière ce prix, et donc on va découvrir le Plessis-Robinson, et donc on va découvrir le centre-ville, le quartier de la Cité-Jardin, et on va se dire, tiens, c'est plutôt pas mal. Et je vois bien que ça suscite un engouement, parce que de plus en plus de gens ont envie de venir vivre au Plessis-Robinson, parce que c'est une ville verte, parce que c'est une ville qui a fait ce choix architectural, ce choix d'urbanisme, et il y a une forte propension à venir vers des choses comme ça. Bon, pas tout le monde, bien évidemment. Tous les goûts sont dans la nature. Il y a aussi des gens qui aiment bien vivre à la Défense, mais ils sont quand même moins nombreux. Et si vous comparez le Marais à la Défense, au Tarteret,
le week-end, vous n'allez pas vous promener, au Tarteret, vous n'allez pas vous promener dans la grande barre à Grigny. Vous allez vous promener dans les quartiers sympathiques de Paris, vous allez vous promener dans des cœurs anciens, dans des endroits qui sont jolis, qui sont agréables, qui sont attirants, forcément. Donc c'est tout simple. D'autant que votre commune a quand même, en dehors de cette architecture, de nombreux espaces verts. Est-ce qu'avec un tel patrimoine naturel, en fait, vous avez mis en place des actions en faveur du développement durable? Et si c'est le cas, lesquelles? Ce projet s'inscrit dans un projet de développement durable puisque l'eau qui alimente la rivière, par exemple, est récupérée. C'est de l'eau de pluie. C'est l'eau de pluie de tous les immeubles qui, donc, par le biais des gouttières et des réseaux, alimentent donc la rivière. Et puis je suppose que tous les nouveaux logements aussi répondent à des normes HQE, haute qualité environnementale, et ainsi de suite. C'est une démarche dans laquelle nous sommes en train de rentrer, et je mentirais si je disais que tous les immeubles obéissaient à des normes mais vous en prenez compte environnementales. D'accord, mais vous commencez à c'est vrai qu'aujourd'hui, aucune commune n'échappe à cette ambition d'être plus économe, d'être dans le développement durable. Par exemple, nos véhicules, aujourd'hui, une grande majorité de nos véhicules sont ou des véhicules électriques ou des véhicules fonctionnant au GNV. Donc on a de moins en moins ou des véhicules hybrides. Donc on est forcément inscrit dans cette démarche. Nous, on n'a pas encore les vélos parce qu'on a une ville avec une telle déclivité que je suis pas sûr que... Un sportif comme vous, monsieur Temzek, un sportif comme vous, montrez l'exemple. Oui, mais d'accord, mais je suis pas le seul. Il y a beaucoup de personnes âgées aussi, donc il y a du mal à utiliser le vélo. Et puis non, je crois que la déclivité est comme dissuasive. Est-ce qu'il n'y a pas des emplois à créer, là, pas électrique, mais un petit vélo, et puis derrière, on met un pousseur, avec vélo, et puis les personnes âgées pourraient se promener comme ça. Donc, on plaisante, mais le Plessis-Robinson donc collectionne les prix, pas seulement dans l'architecture, et il y a également le prix du fleurissement. Parce que le Plessis-Robinson est champion d'Europe du fleurissement. Vous avez eu donc la médaille d'or au concours européen des villes et villages fleuris. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce concours, en fait? Mais quand je suis arrivé, il fallait... on sortait de 43 ans de communisme. On avait vraiment une ville très, très lugubre. Et moi, j'aime pas la tristesse. Je suis pas du genre à cultiver la tristesse. Donc, je voulais que ma ville, assez rapidement, trouve un petit air de gaieté. Donc, j'ai commencé par repeindre les bordures de trottoirs. Ce qui m'a valu le surnom de Monsieur Ripollin. Et ensuite, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille un peu plus vite, que ça bouge ce titre? Parce que changer une ville, c'est-à-dire détruire des immeubles et les reconstruire, c'est très très long. Il faut reloger des gens, il y a des procédures à n'en plus finir. On est en France, donc si vous n'avez pas 10 tonnes de papier devant vous, l'administration n'est pas heureuse. Donc tout est très long. Donc je me suis dit, on va mettre un petit coup de peinture et puis on va fleurir. Parce que la ville avait beaucoup d'espace vert, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Mais je me suis dit que si on y rajoutait une tache de couleur, ça serait tout de suite beaucoup plus gai. Et alors, pour certains, ça peut paraître du gadget que de fleurir une ville. Moi, je considère que c'est pas du tout ça. De la même façon que lorsque vous allez dîner chez quelqu'un, vous offrez un bouquet de fleurs à la maîtresse de maison, eh bien, je veux que lorsque les gens rentrent du travail, qui sont stressés, qui sont tendus, qui ont des préoccupations, lorsqu'ils arrivent dans un décor complètement différent, celui de leur ville, tout d'un coup, ils se détendent un peu, ils oublient un peu leurs soucis et qu'ils aient un espèce de sentiment de mieux-être en traversant leur ville. Et donc la fleur, à mon avis, participe de tout ça, comme la